Bonjour à tous et bonne année. Nous rentrons dans une nouvelle année, une année qui va être intéressante. Je n'en doute pas un instant, et qui commence sur, j'aurais tendance à dire, sur les chapeaux de roue, parce que finalement le premier élément majeur sur l'économie française en ce début d'année, c'est la thématique qu'on va évoquer sur le marché du travail. C'est une situation importante parce qu'on sait que de très longue date, cette question est posée, de savoir comment ajuster le marché du travail, comment faire de telle sorte que ce marché puisse fonctionner de façon plus significative et plus efficace. Donc là, il y a un certain nombre de points qui ont été signés la semaine dernière par les syndicats de salariés et patronaux. Cet accord devrait être retranscrit en loi très vite. On attendra ensuite les décrets. Il y a encore un certain nombre de points sur lesquels il faut être attentif, mais l'orientation prise est une orientation intéressante, puisque globalement, le sentiment qu'on peut avoir est que c'est un accord où tout le monde peut se sentir gagnant. D'un côté, on a un peu plus de flexibilité, de l'autre, on a une meilleure sécurité sur sa situation personnelle. Donc c'est cet élément-là qu'on regardera de manière plus précise tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans ce détail, il me semblait intéressant de revenir sur les problématiques conjoncturelles, parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'éléments sur lesquels on a des interrogations, que ce soit sur les problématiques posées aux États-Unis, sur les problématiques posées en Chine, sur celles posées en Europe. On voit bien que on est sur des questions qui sont de nature très différente. Même si on parle de questions budgétaires aux États-Unis, en Europe, on ne parle pas de la même chose. Le fiscal cliff et les ajustements à venir ne sont pas du même nature que ceux qu'on a en Europe. Ça ne veut pas dire que les uns soient plus graves que les autres. C'est qu'on est sur des raisonnements qui sont différents. En Europe, il y a d'autres problématiques liées à la croissance sur lesquelles on reviendra. Et puis en Chine, on reste sur un scénario modéré. On va en parler. Donc voilà, pas mal de choses. En plus, ça fait un moment qu'on ne sait pas parler, et donc un environnement qu'il faut un peu redécouvrir. Donc j'ai remis des graphiques un petit peu, non pas anciens, parce qu'ils ont au moins 15 jours, mais des graphiques qui permettent de revenir un petit peu, de se repositionner un peu globalement. Alors, alors je reviens là-dessus, n'hésitez pas à intervenir, vous avez la possibilité d'envoyer des messages pour poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire, et puis comme ça on le fait au fil de l'eau, j'y réponds au fil de l'eau, c'est plus simple pour tout le monde. Alors, premier point sur lequel on doit s'interroger, c'est l'évolution de l'activité globale. Alors pour ça, un indicateur me semble toujours pertinent, c'est l'évolution de la production et du commerce mondial. Alors, je ne le présente pas forcément généralement sous cette forme-là, mais là, il me semblait que c'était intéressant. Vous avez en violet l'évolution de la production industrielle mondiale, qui est sur un rythme un peu inférieur à 3%. Avant la crise, on était plutôt sur un rythme proche de 5%. Donc on est sur une dynamique qui est beaucoup plus faible. Là, ce qu'on voit en début de graphique, c'est la reprise après la récession de 2008-2009. Donc on est sur des chiffres qui sont élevés, qui ne traduisent pas ce qu'on observait historiquement. Historiquement, on était à 5% sur la production industrielle. On est depuis un moment bien en dessous de ce niveau-là. C'est un des aspects qu'il faut avoir à l'esprit. On regardera un peu plus dans le détail après. Et puis en rouge, vous avez l'évolution du commerce mondial, qui là aussi est sur un momentum assez réduit. On est sur un rythme un peu supérieur à 3%, 3,5% à peine. Et habituellement, la moyenne était à 7% avant crise.
Et donc là aussi, on est sur des signaux plutôt fragiles. C'est cette problématique-là à laquelle on est attentif. C'est-à-dire que globalement, on ne perçoit pas d'évolution très rapide, très brutale au sein de l'économie globale. On le voit sur le commerce mondial. Ça veut dire que globalement, on est sur une situation où les flux interzones ne s'accélèrent pas, ne s'accentuent pas. Il n'y a pas d'impulsion d'une zone à l'autre. C'est ça aujourd'hui la caractéristique de l'économie globale. On est dans une phase où chaque zone essaye d'ajuster ses propres problématiques et quitte, même si ça ne crée pas d'impulsion pour ses voisins. C'est clairement ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est ce qu'on doit avoir en tête et c'est une situation qui va durer. Donc ça veut dire que qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe, on ne pourra pas spontanément attendre que l'environnement aille mieux pour aller mieux. Il va falloir trouver les moyens d'aller mieux tout seul. Ça, c'est un vrai challenge auquel on est confronté, et notamment en Europe. Parce que dans les trois grandes zones, c'est l'Europe qui est aujourd'hui la plus pénalisée. Globalement, si on regarde nos prévisions de croissance, on va être aux alentours de 8% en Chine, ce qui est faible par rapport à une moyenne historique de 10%, mais qui est encore une situation de croissance positive. Si on était à 6, ce serait très largement insuffisant. À 8, c'est modéré. Aux États-Unis, on est à 2% de croissance autour, un peu plus, un peu moins, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le chiffre précis, c'est pas très grave ça. Et 2%, on est loin des 2,5-3% qu'on avait précédemment, et on est loin de la période où l'activité globale se traduisait par une accélération brutale en sortie de récession, enfin, où l'environnement se traduisait par une accélération brutale de l'activité après une récession. On n'est pas du tout dans cette configuration, ce qui fait que l'économie américaine tarde à retrouver une allure un peu habituelle, avec des créations d'emplois, avec une croissance, avec de la conso, etc. C'est un des points sur lesquels il faudra se pencher un jour de façon beaucoup plus précise. Toutes les contraintes sont relâchées aux États-Unis, les déficits publics sont larges, la politique monétaire est très accommodante, l'ajustement sur le marché du travail, sur les salaires s'opère, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour autant, cette économie n'arrive pas à retrouver une allure satisfaisante de croissance. C'est un point important parce que quand on regarde sur très longue période, on revient systématiquement vers 2,5-3%. Et là, on tarde à revenir. Alors, quand on regardera ça sur une échelle très longue, on se dira bah, c'est normal, c'est pas très grave. Mais à court terme, on s'interroge sur la façon dont on va pouvoir revenir sur cette tendance. Et puis sur la zone euro, on va être à 0% cette année au mieux, et probablement même un peu négatif. On va être à moins 0,4, moins 0,5 d'acquis à la fin de l'année 2012 pour 2013. Ça veut dire qu'on va être à 0,4 ou 0,5 en dessous de la moyenne, 0,4-0,5% en dessous de la moyenne du PIB trimestriel de 2012. Et donc, pour avoir de la croissance en 2013, il va falloir revenir d'abord sur les niveaux moyens observés en 2012 et puis après aller au-delà. Et on part avec un handicap de 0,4 à 0,5%, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'hypothèse d'une croissance, même si on était optimiste, on ne peut pas faire l'hypothèse d'une croissance très, très forte et très brutale de l'activité en zone euro. Donc voilà, ça c'est un premier point que je voulais souligner. Deuxième point, alors j'ai pas mis le détail de la production industrielle, j'ai mis le détail du commerce mondial, juste pour observer qui contribue. C'est-à-dire que j'ai repris ici l'ensemble des contributeurs, Asie, Afrique, l'ensemble des contributeurs pour lesquels j'ai une décomposition. C'est assez large. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici donc la contribution, l'Asie contribue assez peu, l'Afrique est presque le plus contributeur, l'Amérique contribue peu, c'est la courbe rouge, et puis le Japon et la zone euro contribuent négativement. Ce qu'il faut retenir dans ces situations, c'est qu'on n'a pas là d'accélération forte, quelle que soit la région.
notamment des États-Unis où le commerce extérieur, qui prend en compte à la fois les imports et les exports, eh bien, le commerce extérieur s'assouplit, ou s'assoupit plutôt aux États-Unis. Ça veut dire que, et je reviens sur mon propos initial, c'est que l'économie américaine, la dynamique américaine est très dépendante de son marché intérieur et ne peut pas compter sur les exportations spontanément pour retrouver une allure forte, etc. C'est pour ça que il y a toujours un truc qui est amusant quand on dit oui, les Américains managent leur dollar pour repartir. Ben, globalement, on ne le voit pas. Hein, ça fait partie des... alors, il y a probablement des idées derrière, mais il y a un gros fantasme sur cette question, parce que là, clairement, on ne voit pas l'économie américaine redémarrer de façon significative à travers les exportations. Et puis, la zone euro, en violet, tout en bas, négative depuis l'été 2011, l'automne 2011, ça veut dire que la crise de la zone euro pèse très lourdement sur la croissance mondiale. C'est ça, parce que sur la production industrielle, on a la même chose. La situation en zone euro contribue au ralentissement significatif du reste du monde, d'autant plus que comme la zone euro ou l'Europe, d'une manière générale, est un client majeur pour toutes les autres régions du monde, eh bien, ça pèse sur l'activité, ça pèse sur la possibilité de chacune de ces régions à répondre à des impulsions qui viendraient d'Europe. Là, on a des impulsions qui sont négatives, donc on n'a pas de dynamique très, très haussière. Voilà, c'est cet aspect-là que je voulais évoquer. Alors j'ai oublié, parce que je fais forcément un peu dans la précipitation, l'indicateur PMI mondial, qui revient, lui, néanmoins, légèrement positif, sous l'impulsion des chiffres américains, de l'ISM américain, et même c'est même plus l'ISM d'ailleurs qui est pris en compte dans cet indicateur, c'est l'indicateur PMI Market américain, qui est un peu plus positif que l'ISM, mais qui est donc positif, et puis les indicateurs chinois qui redeviennent positifs sur les enquêtes PMI, qu'on prenne l'officiel ou la privée, on est sur une dynamique un petit peu plus positive, ça c'est plutôt favorable. Donc c'est ce facteur-là qui tire l'activité vers le haut, qui tire l'enquête vers le haut au mois de décembre. Le Japon et l'Europe, comme on le voit sur le graphique ici, eux ont plutôt tendance à tirer l'ensemble vers le bas. Le Japon, par manque de... c'est-à-dire que le Japon, la situation du Japon est intéressante parce que l'économie japonaise a une dynamique interne très modérée. C'est une économie vieillissante avec des besoins qui sont un peu moins forts et qui ne bougent que quand il y a des incitations fortes. Et on en a eu récemment des incitations, notamment sur l'automobile, mais on voit bien que quand le commerce mondial, l'activité globale ne redémarre pas, eh bien le Japon est pénalisé. On est loin du modèle qu'il y avait dans les années 80, où le Japon crée la dynamique. Là, le Japon subit cette dynamique. Alors, face à cette situation, les Japonais ont décidé, il y a un peu plus d'un mois, de changer d'orientation politique en venant à ce qu'ils faisaient avant 2007-2008. Depuis la guerre jusqu'en 2007-2008, j'ai plus la date exacte en tête, l'économie japonaise était pilotée par le Parti démocrate libéral. Il y a eu une interruption de 3 ans, et c'est ce parti qui a fait au pouvoir. L'objectif qui est mis en place, et c'est un aspect intéressant, l'objectif mis en place par Abe, le nouveau Premier ministre, c'est de redonner un peu d'autonomie à la croissance japonaise. Alors il le fait par, il veut du volontarisme dans les finances publiques, quitte à dépenser plus, quitte à créer des incitations, et puis de l'autre côté, il souhaite que la Banque centrale adopte une stratégie beaucoup plus inflationniste qu'elle ne l'a eu jusqu'à présent. Juste pour l'histoire, quand Ben Bernanke, l'actuel président de la Fed, travaillait sur le Japon, son objectif, c'était de dire il faut mettre en place un objectif d'inflation fort, élevé, pour modifier à terme les anticipations de tous les investisseurs et finalement revenir au territoire positif pour l'inflation.
mais les autorités bancaires, monétaires japonaises n'ont jamais eu le courage de faire ça, malgré Bernanke, malgré Krugman et malgré d'autres, ils sont restés très prudents. Et ils ont adopté, il y a un peu plus d'un an, implicitement un objectif à 1%, mais c'est implicite, hein, on ne le dit pas, c'est pas problématique si on n'y arrive pas, etc. Et là, Abe dit, non, il faut qu'on se fixe 2% d'inflation, c'est l'objectif qu'on doit avoir, et face à cet objectif, eh bien, il faudrait mettre en place tous les éléments nécessaires pour y arriver. Donc là, il y a un vrai changement, et ça se traduit par une hausse, une baisse du yen, pardon, de façon significative, un changement de politique, changement d'orientation. D'un seul coup, les investisseurs s'interrogent, ils lâchent le yen de façon significative. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre un graphique, évidemment, mais on a ce changement. C'est un changement intéressant à la fois parce que c'est la première fois que le Japon réagit de la sorte, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Et alors avec une interrogation toujours, c'est de se dire est-ce qu'on peut dans cette dynamique japonaise, dans cette dynamique vieillissante, retrouver durablement une allure de croissance? Ça c'est une question à la fois théorique et empirique, mais qui va être extrêmement intéressante à suivre. Et puis l'autre point, c'est que si le Japon se met à être plus accommodant et à tirer et à jouer sur sa monnaie pour retrouver de la compétitivité, ça peut créer un certain nombre de difficultés de par le monde, pas simplement au Japon, mais dans des pays qui voudraient aussi s'ajuster sur leur monnaie. Donc là, il y a le loup est peut-être entré dans la bergerie, on en avait parlé beaucoup pour 2012, il n'y en a pas eu tant que ça. Est-ce que 2013 va être cette année où la croissance étant modérée un peu partout, chacun va essayer de tirer la couverture à soi, et le meilleur moyen, ça peut être de déprécier sa monnaie. Les Japonais ont commencé, les Anglais disent oh mais nous on l'a fait mais ça n'a pas marché, mais voilà, on rentre dans une dynamique un petit peu particulière sur le Japon et avec peut-être des conséquences sur le reste du monde. Voilà, ça c'était les premiers éléments. Si on regarde de manière plus régionale, vous avez ici l'indicateur américain. C'est l'indicateur ISM global, hein, qui est une mesure, une moyenne de l'indicateur manufacturier, du secteur non manufacturier, pondéré par le poids de chacun dans l'emploi. Vous voyez que on est sur une dynamique qui reste robuste, on est près de 55, on n'y est pas tout à fait, mais on est cohérent avec une croissance qui se tient bien entre 2,5 et 3%. Donc, plutôt intéressant comme signal. Ça veut dire que les entreprises américaines ont une perception assez positive de leur environnement. On voit qu'il y a toujours peut y avoir des écarts. On l'avait vu ici, on l'avait vu ici. Il peut y avoir des écarts à la hausse ou à la baisse entre la perception et ce qui se passe. Mais globalement, ça donne un signal plutôt favorable. Les autres indicateurs, je pense notamment à un indicateur de la Fed de Chicago, celui qu'on appelle le CFNAI, lui aussi a une allure qui a eu tendance à s'améliorer en décembre. Donc voilà, on a cet environnement qui est un petit peu mieux, un petit peu plus robuste sur l'économie américaine. On n'a pas d'accélération forte, brutale, mais on a quelque chose qui se tient bien. Mais on voit bien sur le graphique, hein, on semble limité à 55 pour la courbe violette, alors qu'avant, dans le cycle précédent, on était entre 55 et 60. Vous avez ici une mesure des différences. Voilà, c'est le premier point que je voulais signaler. Alors, l'Empire State Index va sortir d'ici une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. C'est l'indicateur de la Fed de New York qui donne généralement de bons signaux sur la perception de l'ISM, parce que le cycle est un peu le même. Mais voilà, premier point majeur. Alors, quand on regarde l'économie américaine, on peut se dire, voilà, tout est bien. Pas si simple néanmoins, parce que quand on regarde dans le détail, eh bien, l'économie américaine, vue du côté des petites entreprises, ben, ça va pas si bien que ça. Alors, vous avez ici l'indicateur NFIB depuis 86.
Alors, son allure, là je ne l'ai pas repris sur le graphique, mais son allure est assez cohérente avec celle de l'ISM manufacturier, et sauf que depuis la reprise ici, eh bien, l'ISM manufacturier, si on veut faire un petit dessin, hop, on va faire un petit dessin, l'ISM manufacturier a eu tendance à revenir comme ça. Vous voyez, l'indicateur NFIB, lui, s'infléchit. On a une vraie divergence entre le secteur, les grandes entreprises et les petites entreprises qui sont en situation de fragilité significative encore aujourd'hui aux États-Unis, et avec une rupture observée depuis le début de l'automne. Et c'est un des points sur lequel, clairement, on doit être attentif aujourd'hui, parce que c'est ce qui nourrit le tissu industriel, économique américain. Et donc là, il y a un point sur lequel on doit être attentif, et il serait souhaitable que ces éléments ne compensent pas, ne contrebalancent pas les facteurs positifs liés à l'amélioration du marché immobilier. Ça va être un des points importants, parce que si cette situation, et on peut le voir dans le graphique d'après, où j'ai mis le pourcentage des entrepreneurs attendant une amélioration de l'économie, et qu'on est au plus bas historique. Donc si on a cette situation, s'il y a une perception négative, ça va avoir des conséquences sur l'emploi, ça va avoir des conséquences sur la dynamique des revenus, et derrière, ça peut peser sur l'activité. Donc attention, c'est un des aspects sur lesquels on doit être attentif aujourd'hui. On voit que depuis 2008, c'est un indicateur assez volatile, mais conservons en tête cette situation qui peut éventuellement se révéler problématique pour l'ensemble de la zone. Sur l'emploi, il n'y a rien de particulier à dire, hein. On est à 153 000 ou 151 000 créations d'emplois par mois en 2011 et 2012. Donc voilà, on est sur un rythme modéré, sympathique, qui n'a pas eu d'accélération très brutale, hein, sauf début 2010, ici, où on était passé à quasiment 500 000. Mais voilà, on est sur une évolution modérée qui ne délivre pas un revenu qui progresse trop rapidement. Mais voilà, c'est la situation américaine. On est toujours dans cette logique que j'ai déjà longuement évoquée de désendettement du secteur privé, compensée par une dette un peu plus forte du secteur public, hein, avec des déficits publics importants. C'est cette logique-là qui fonctionne, alors qui va être probablement altérée par les accords qui ont été trouvés sur l'économie américaine et sur la problématique budgétaire. Alors, qu'est-ce qui a été trouvé comme accord? Je pense qu'il y a deux éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que en majorité, les taux d'imposition qui prévalaient jusqu'alors vont rester. Je rappelle que dans la problématique du fiscal cliff, le fiscal cliff, c'était la conséquence d'une baisse temporaire de taux d'imposition ou de taux de charge. Et comme c'est temporaire, à un moment donné, il faut revenir dessus. Et donc, on se souvient que le coût associé était de l'ordre de 600 milliards de dollars qu'il aurait fallu transférer à l'État en 2013, ce qui était très important, ce qui aurait pesé sur la consommation, sur l'investissement et finalement sur l'économie américaine tout entière. Et les accords qui ont été trouvés sont des accords de taux d'imposition qui restent très bas, sauf pour les revenus supérieurs à 400 000 dollars, mais ça c'est marginal. Et l'autre point, c'est marginal en termes de consommation, hein, c'est pas ça qui va faire basculer la conso. Et l'autre point qu'il faut retenir, c'est que la taxe sur les salaires, qui avait été rabaissée de 2% en 2011 par Obama, revient à son niveau antérieur. Alors, ça peut paraître banal, mais j'étais à Miami la semaine dernière et mes interlocuteurs américains me parlaient que de ça. C'est-à-dire que dès qu'on aborde la question du marché du travail, c'est cette problématique-là qui est posée, c'est la problématique associée du pouvoir d'achat qui est évoquée et qui aujourd'hui pèse lourd sur les Américains. Donc ils continuent de consommer, ils s'endettent un peu sur les indicateurs de crédit à la consommation tels qu'on les perçoit, tels qu'on les voit, mais ils n'ont pas une augmentation de ressources aussi forte que par le passé, et ça pèse sur leur consommation. Donc il y a
une dynamique qui est un petit peu plus fragile, avec notamment cette question de la hausse du taux de charge sur les salaires. Donc ça va être à court terme, ça va peser lourdement. Dans le sens inverse, ça avait allégé la situation, ça avait amélioré très sensiblement la situation des ménages pendant 2-3 mois. Là, ça risque de jouer en sens inverse et fragiliser la conso sur le début d'année 2013. Même si là, a priori, le chiffre qu'on va avoir sera plutôt robuste pour le mois de décembre. Alors, j'ai mis ce graphique et celui d'après pour une raison simple. Ici, vous avez le taux de chômage. Alors, pourquoi je mets le taux de chômage? Eh bien, parce que Ben Bernanke a dit, quand on arrivera à 6,5, eh bien, je change mes taux d'intérêt. Alors, c'est une question qu'on a déjà évoquée, mais je le reprends ici très rapidement, parce que Ben Bernanke, hier soir, dans le Michigan, a réévoqué cette question et il se focalise sur cette évolution du taux de chômage. Il veut pousser au maximum le taux de chômage à la baisse pour que, non pas parce qu'il a envie de baisser les taux d'intérêt, mais parce que sa problématique d'économiste est heurtée par le fait que le taux de chômage ne retrouve pas un niveau satisfaisant après la récession de 2009. Et que cet ajustement est très long. Donc là, il y a un premier élément. Alors, on se souvient que le 6,5% permet de se fixer les idées, de mieux percevoir l'environnement. Et c'est pour ça que la Fed a choisi un chiffre assez simple et facilement lisible et facilement accessible à tous, pour qu'on perçoive mieux le moment où la Fed bougera ses taux. Simplement, c'est pas aussi simple que ça, parce que si on regarde le taux de participation, on a une allure qui est un peu particulier. Vous avez ici le taux de participation dans les années 60. Alors, le taux de participation, c'est l'emploi plus les gens qui cherchent un emploi, c'est-à-dire les chômeurs, sur la population de plus de 16 ans. Et donc, on était à 59%, on est monté à 68%, on est revenu aujourd'hui à un peu moins de 64%. Et la question, puisque l'emploi est revenu au niveau supérieur au niveau qui était le sien, non, pas tout à fait encore, pas tout à fait, il n'est pas encore revenu. Mais cette situation traduit principalement des gens qui sortent du marché du travail parce qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir retrouver d'emploi. Donc ils sont dans la partie population de plus de 16 ans, c'est-à-dire sur le dénominateur, mais ils sortent progressivement du numérateur dans la case emploi plus chômage et chômeur. Et donc, au moment où la reprise va se manifester, on ne peut pas exclure que ces gens-là reviennent sur le marché du travail, perturbent la dynamique du marché du taux de chômage, parce que d'un seul coup, eh bien, eux vont arriver, vont vouloir prendre leur place, et ça se traduira par une augmentation du taux de chômage. Donc c'est un point intéressant et important dans la mise en œuvre de la politique de la Fed, parce que ça veut dire que le modèle d'ajustement ne sera pas un modèle linéaire. On ne peut pas faire l'hypothèse que entre le 7,8 aujourd'hui et le 6,5 attendu dans le futur, eh bien, on aura tous les mois, je sais pas, 0,1 de réduction. On n'est pas dans cette logique-là. On peut avoir 0,1, on peut avoir moins 0,1, plus 0,2, plus 0,3, plus moins 0,4, en fonction de la dynamique des gens qui sont en dehors du marché du travail et qui vont souhaiter y revenir. Donc là, il y a un point important sur cette façon de faire. Juste encore un dernier point sur l'économie américaine. J'ai parlé de ces augmentations liées de charges, d'impositions liées à l'accord qui a été trouvé, mais les questions ne sont pas encore réglées. Il reste deux choses à faire. La première, c'est la discussion sur les économies à faire, les 1000 milliards de dollars qu'il faut économiser sur les 10 ans qui viennent. Ça fait partie des accords qui avaient été soulignés au moment où les choses avaient été faites. Donc, comme il n'y avait pas d'accord à l'époque sur la réduction de dépenses, eh bien, il y a une commission ad hoc qui avait été mise en place avec pour objectif de faire des propositions. Ces propositions ont été faites. Maintenant, il faut les acter dans la négociation. Et là, il y a des différences majeures entre républicains et démocrates. Suivant que l'on est l'un ou l'autre, on va être plus attentif à la réduction des dépenses de santé
ou à la réduction des budgets militaires. On n'est pas sur les mêmes logiques. Mais cette situation risque de, c'est un peu la crainte que tout le monde a, se traduise par des tensions assez fortes au sein de l'économie américaine, comme on l'avait vu en 2011. Donc ça veut dire que, même si là pour l'instant le système est un peu paralysé, Obama va être intronisé très rapidement le lundi prochain, donc on a un système qui s'est un peu bloqué, mais très vite il va falloir repartir sur ces négociations de réduction de dépenses, de plafond de la dette, et là, ça peut créer sur les marchés pas mal de volatilité. Donc ayons ça en tête pour les semaines qui viennent. Voilà, ça c'est l'évolution du salaire, alors qu'il a rebondi, salaire de référence qui a rebondi un petit peu au mois de décembre, mais ça reste encore très très faible. On n'est pas encore forcément sur un changement de tendance. Sur la zone euro, vous avez ici, on a eu toutes les enquêtes du mois de décembre. On choisit à nouveau les enquêtes market qui nous plaisent bien. Vous avez ici l'évolution du PIB en bâtonnet et l'évolution de enquête qui est à 46 à peu près. Voilà, c'est le bâtonnet ici. On voit la cohérence avec le PIB. Probablement que le PIB du quatrième trimestre va s'inscrire un peu dans cette forme-là, ici. Alors, on va être beaucoup plus fort que ce qu'on a vu jusqu'à présent, et c'est un aspect sur lequel on doit être attentif parce que, on en reparle juste après. Mais voilà, c'est la prévision qu'on a est aux alentours de moins 2% sur l'économie, la zone euro sur le quatrième trimestre. Si on regarde par zone géographique au sein de ces enquêtes, eh bien on voit que l'Allemagne, la zone euro, la France, l'Italie, l'Espagne sont toujours dans des zones de contraction. Dans ces situations, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est à aucun moment le secteur manufacturier qui s'améliore, c'est systématiquement le secteur des services, mais si on n'a pas s'il n'y a pas de relais ou pas d'impulsion plutôt du secteur manufacturier, je suis pas sûr qu'on aille très loin dans ces rebonds. Donc attention à ces questions. Là, vous avez des indicateurs de production industrielle jusqu'au mois de novembre. On est systématiquement, quel que soit le pays, Espagne, Italie, France, zone euro ou Allemagne, on est systématiquement sur des acquis de croissance qui sont négatifs pour le quatrième trimestre. Et donc, on voit bien, même sur l'Espagne ou sur l'Italie, qu'on est à des niveaux quasiment historiquement bas. Sur l'Espagne, on est très en dessous de ce qui avait été observé au moment de la récession. Et donc, on ne perçoit pas, quand on regarde la production industrielle, d'inversion de tendance, on n'est pas dans une logique d'amélioration rapide de l'activité. Pareil pour l'Italie, Mario Monti, quand on regarde ce graphique, a clairement échoué, puisque globalement, le niveau de la production industrielle, c'est la courbe verte, est revenu proche de celui qui était observé au moment de la récession. L'économie italienne va très mal, et pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de solution. En Allemagne et en France, l'ajustement a eu lieu en septembre-octobre pour l'Allemagne et en septembre pour la France. On a eu un mouvement de repli assez brutal. Depuis, la situation se stabilise, mais ça a une contribution négative sur l'activité industrielle. On est sur une dynamique qui est très en dessous de celle qui est observée au troisième trimestre. Si on regarde l'acquis pour l'Allemagne, on est à moins 3%, on est à moins 6% pour la France, moins 2,2% pour l'Espagne et moins 2,7% de mémoire pour moins 2,2% pour l'Espagne et moins 2,7% pour l'Italie. Donc on est sur des chiffres qui sont non, 2,2% sur l'Italie, 2,7% sur l'Espagne. Donc des chiffres qui sont extrêmement négatifs, extrêmement problématiques, et associés à cela, une problématique d'emploi, forcément. Voilà. Alors, à court terme, vous avez ici en bleu l'évolution de tous les 3 mois, sur 3 mois, pardon, de la production industrielle. Vous avez en violet le ratio nouvelles commandes sur stock dans l'enquête PMI. On voit qu'il y a une cohérence assez forte entre les deux, et pour l'instant, les commandes sont insuffisantes pour générer une reprise de l'activité industrielle en Europe. Soyons clairs sur ces questions. Là-dessus, on manque encore de munitions pour retrouver une allure extrêmement forte. Ce qui pose un certain nombre de questions en France ou ailleurs sur
les soutiens à avoir à l'activité. Alors, quand on regarde la production industrielle, eh bien, on s'aperçoit que les chiffres, effectivement, du quatrième trimestre plongent et devraient entraîner avec eux, compte tenu de la cohérence, les chiffres du PIB de la zone euro. On sera probablement aux alentours de 0,4, 0,6 de repli d'activité, ce qui est assez fort et spectaculaire. Mais globalement, on a une fragilité très marquée. Ce que disaient les enquêtes, ce que disent les chiffres, on n'est pas sorti encore de la problématique de repli de l'activité. D'ailleurs, sur ce plan-là, juste un graphique, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais je l'ai remis à jour de toute façon, où vous avez en rouge l'évolution du PIB en zone euro, passant au premier semestre 2008, en violet l'évolution de la demande interne, et en bleu l'évolution de la demande interne privée, consommation et investissement. Et vous voyez que la demande interne privée est plus basse que celle qui était observée en 2008-2009, au moment de la récession. L'Italie, l'Espagne pèsent très lourd sur ces questions. Même la demande privée est très faible. Et la mise en place de politiques budgétaires restrictives, d'austérité, va accentuer ce phénomène, puisque le consommateur et l'entrepreneur n'ont pas envie de dépenser, c'est la courbe bleue. Et là-dessus, l'écart qui traduit les dépenses publiques, eh bien cet écart va s'estomper et peser encore plus lourdement sur la conjoncture. C'est une des raisons pour lesquelles on est assez inquiet sur le début de l'année 2013 en Europe. Et associé à cela, eh bien, si vous avez une situation qui reste médiocre, le taux de chômage va continuer de monter sur des pays comme l'Italie, comme la France. L'Espagne, on est à 25-26, on ne montera pas beaucoup. Mais voilà, on a là une dynamique d'accélération du chômage qui est tout à fait spectaculaire et de baisse de l'emploi en même temps, à laquelle il faut être extrêmement attentif. C'est une source potentielle d'instabilité. Alors là-dessus, il y a des études assez régulières et récurrentes sur les conséquences, et c'est un point sur lequel on doit être extrêmement attentif. Si on regarde l'ensemble de la zone euro, tout le monde est plutôt orienté à la hausse. On le voit sur les Pays-Bas ici, on le voit sur l'Italie, on le voit sur la France, on le voit sur le Portugal, même l'Irlande a un chiffre qui est élevé, l'Espagne, la Grèce. Alors sur l'Irlande, juste un point, rappelons ça en tête, ayons ça en tête. On peut se dire, ben ça, tout va bien sur le marché du travail. Non, il y a beaucoup d'émigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui repartent de là où ils étaient venus, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui étaient venus au moment du boom et qui repartent aujourd'hui. Et donc cette limitation d'évolution du taux de chômage irlandais traduit l'absence des flux modérés, plus modérés en termes de sortie de l'emploi. L'indicateur de confiance qui reste très bas. Les ménages sont toujours très inquiets de l'environnement. Des ventes de détail qui ont une sale allure aussi. On n'est pas encore, ce qu'on évoquait, hein, on a une dynamique de l'emploi qui n'est pas bonne, des revenus qui progressent peu, et une situation derrière sur l'emploi et sur la consommation qui est fragile. C'est ce qu'on voit là très clairement. Sur la France, on est là aussi dans une configuration très préoccupante, très problématique, qui va se traduire très certainement par un repli du PIB au quatrième trimestre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure du tout, et ce qui se traduirait par un acquis probablement autour de zéro, voire légèrement négatif pour 2014. Pas de problème sur l'inflation, les prix ralentissent, notamment le prix de l'énergie, mais aussi le prix des communications, les ajustements qu'on a vus récemment sur le prix des forfaits téléphones a un impact non négligeable sur la dynamique de l'indice sous-jacent notamment, parce que globalement ça a un impact fort, et plus fort que ce qui était imaginé initialement par les régulateurs. Sur l'Allemagne, on a eu les chiffres ce matin de l'année 2012, 0,9% de croissance en 2012, 1,3% c'est la moyenne historique depuis 92, donc on est revenu en dessous, hein. On voit bien le cycle qu'il y a eu de 2009 à 2011, rupture du commerce mondial, l'Allemagne est pénalisée, je vais même limiter l'échelle à 5% alors qu'on va à 5,1%, et ensuite la situation redémarre, l'Allemagne en profite en 2010 et 2011, l'environnement s'essouffle un peu en 2012, et l'Allemagne en profite nettement moins. Donc là on a une situation qui est problématique, parce qu'en fait, pour être cohérent avec 0,9,
le chiffre qu'on doit avoir au quatrième trimestre est compris entre moins 0,4 et moins 0,5. Ça veut dire que globalement, on pourrait être en récession en Allemagne si les chiffres se confirmaient et s'ils avaient au premier trimestre 2013 une allure là aussi légèrement négative. Mais attention, l'Allemagne qui jouait le rôle de locomotive n'a plus du tout cette capacité aujourd'hui. Sur les commandes, vous voyez qu'on est sur commandes étrangères, commandes domestiques, zone euro ou commandes domestiques. On est sur des dynamiques qui restent très modestes et il n'y a pas cette accélération qu'on pouvait toujours espérer du côté des commandes étrangères. Ça a eu un rôle tout à fait essentiel. Ça n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Sur les taux d'intérêt, rien à dire de particulier. Sur les taux euros, juste ce graphique, juste pour illustrer la baisse significative des taux espagnols et italiens, simplement sur l'effet d'annonce d'une possibilité d'intervention de la BCE, mais à un moment donné, cette situation va se stabiliser et la BCE sera obligée d'intervenir si l'objectif est de tirer l'ensemble des taux vers le bas, ce qui me semble être le sous-jacent des opérations dites OMT proposées par la BCE et pas encore utilisées. Sur la Chine, rien de particulier à dire. Vous avez ici l'évolution des chiffres de commerce extérieur, 14% au mois de décembre, une croissance en lycée sur 3 mois qui est plutôt entre 6 et 9%. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est moins volatile. L'économie chinoise, je reviens dessus un instant, est toujours en phase de rééquilibrage de sa croissance, plutôt orientée vers la conso, et parce qu'elle ne compte plus sur les exportations. Donc c'est un aspect qui se traduira par une progression toujours limitée des chiffres d'activité, et donc pas beaucoup d'impulsion pour nous en Europe. On a eu un chiffre d'inflation, mais on s'en fout un petit peu, c'est pas essentiel. Donc voilà, premier point. Deuxième point que je voulais traiter sur le marché du travail, là il y a des choses intéressantes. On a un marché du travail qui est très flexible quand on est à l'intérieur de ce marché et qu'on veut changer d'emploi. Là, la situation est assez bonne. Là où ça se complique, c'est que les chefs d'entreprise trouvent qu'ils ne peuvent pas s'ajuster aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient en cas de fragilité de la conjoncture. Et puis des ménages, des salariés qui disent bah, si je me retrouve au chômage, comme les chefs d'entreprise sont toujours attentistes dans leurs embauches, parce que c'est une procédure très lourde, c'est une procédure qui peut être très coûteuse, en cas de retournement de la conjoncture plus rapide que prévu, eh bien, ces chefs d'entreprise ont tendance à reporter le moment où ils vont embaucher, et les salariés eh bien, se retrouvent coincés dans cette situation, ne pouvant pas retrouver très vite un emploi et se retrouvant au chômage et créant une dynamique de longue durée. Alors, c'est cette situation qui est en train de changer par les accords qui ont été trouvés. Le but du jeu, c'est quand le salarié se retrouve en dehors du marché du travail parce que la conjoncture n'est pas bonne ou je ne sais quoi, eh bien, qu'il ne se retrouve pas tout seul, qu'il ait un certain nombre de garanties, de capacités de formation, que ses droits anciens soient pris en compte, etc. L'idée est très simple, c'est de se dire il faut que le salarié, d'une certaine manière, soit aussi à l'aise avec ou sans travail. C'est un peu caricatural de dire ça, mais que le marché, l'absence d'emploi ne soit pas systématiquement vécu comme un drame, ce qu'il l'est aujourd'hui, très clairement, mais il faut trouver le moyen de prendre en charge le salarié et lui faire retrouver un job assez vite. C'est ça un des aspects qui a été signé. Je pense notamment aux procédures comment on appelle ça, je ne me rappelle plus du terme, je ne le retrouve pas dans ma doc.
c'est les droits transférables. En d'autres termes, une des difficultés aussi qu'il y a sur le marché du travail, c'est que quand vous retrouvez un job, vous perdez les avantages que vous aviez précédemment, et même si ces avantages n'ont pas été échus, si je puis dire. Là, il y aura, ces droits seront transportables. Ça veut dire que vous pourrez les reprendre si votre job finalement ne vous convient pas ou vous ne convenez pas au job, eh bien ces droits seront à nouveau disponibles pour vous, ces droits anciens seront disponibles, ce qui fait qu'on est dans une logique un petit peu plus favorable. Il y a aussi toutes les problématiques de comment dire, de complémentaires santé. Là, c'est un aspect pour éviter de discriminer entre les salariés et faire de telle sorte que les petites entreprises puissent aussi retrouver facilement à embaucher. Alors, c'est une contrainte un peu plus forte, mais c'est un élément qui était essentiel pour que l'économie retrouve une allure, enfin pour que le marché du travail retrouve une allure un petit peu plus favorable. Et puis l'autre aspect, toujours sur cette partie-là, c'est la taxation des CDD. Quand on regarde le marché du travail, on s'aperçoit que on travaille de plus en plus en France sur des CDD. Alors, on est sur il y a quelques années, on aurait fait le même commentaire. On travaille beaucoup sur des CDD, mais là, l'ampleur s'est accentuée et les CDD disponibles sont des CDD de plus en plus courts, ce qui fait qu'il y a une dynamique très instable liée à tout ça. Et pour réduire cette instabilité plutôt, il a été décidé, alors j'ai plus les taux de taxation sous les yeux, mais il a été décidé de taxer les CDD pour que eh bien l'incitation s'estompe et qu'on balance davantage vers le contrat à durée indéterminée. C'est un point important parce que on voit bien que quand on ne travaille que sur les CDD, on crée une dynamique qui n'est pas très favorable et pas très robuste pour le salarié. Donc ces éléments-là sont pris en compte. On a des éléments aussi sur la capacité quand on est dans une entreprise de plus de 300 salariés à basculer, à prendre un peu un congé pour tester un nouveau job. Il y a des possibilités de ce type-là. Ça donne un petit peu plus de souplesse. Il y a un autre aspect tout à fait important parce que tout le monde souligne quand on regarde le marché du travail les nécessités de formation. Et là, il y a un contrat de formation qui est associé à la personne et qui est un contrat indépendant de l'entreprise à laquelle le salarié appartient. C'est un aspect important parce que ça veut dire que votre parcours est enregistré, votre parcours est connu et ça permet de mieux percevoir, de mieux visualiser l'ensemble du système. Donc là, il y a quelque chose de plutôt positif. Donc on voit, on est au démarrage, hein, on n'est pas dans un système suédois ou danois pour l'instant, mais l'idée très simple, c'est que il ne faut pas que le salarié qui sorte de l'emploi se retrouve tout seul. Il faut faire de telle sorte qu'il retrouve un certain nombre de repères qui lui permettent de ne pas être complètement perdu et de rester employable et pour lui permettre ensuite de retrouver un emploi. On voit ce cadre-là qui se met en place, c'est plutôt intéressant. Alors, on n'est pas du tout dans ce qu'on observe dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, tout ça n'existe pas, mais les procédures d'embauche et de débauche sont suffisamment flexibles pour que, en moyenne, hein, pas forcément tout de suite maintenant, mais en moyenne, eh bien, vous retrouviez de l'emploi très vite. Et donc, toutes ces problématiques d'accompagnement ne sont pas posées de la même façon, hein, puisque je vous rappelle que sur les États-Unis, l'indicateur qu'on regarde quand on regarde la durée du chômage, c'est l'indicateur du chômage à moins de 5 semaines.
alors c'est plus tout à fait vrai dans la crise actuelle, mais c'est ce qu'on voyait, ce qu'on regardait depuis une éternité. Si vous êtes au chômage et que vous n'y resterez pas plus de 5 semaines, en moyenne, parce que c'est comme ça, c'est cette flexibilité qui garantit, qui réduit votre incertitude. Si vous n'êtes pas dans cette situation, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, si vous avez un peu plus d'inertie dans les embauches, dans les débauches, eh bien, vous créez des situations de blocage, et ces situations de blocage, si on n'y fait pas attention, eh bien, peuvent engendrer un environnement qui crée de l'inertie et finalement ne permettent pas un retour rapide au plein emploi. C'est clairement ce qu'on a eu en France. Et là, l'objectif, c'est de faire de telle sorte que vous soyez pris en charge et que la situation soit davantage gérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, il y a des changements qui s'opèrent de façon significative. L'autre côté, du côté des employeurs, eh bien, des aménagements ont été faits pour que en cas de chute de l'activité, eh bien, il y ait possibilité de travail à temps partiel, de réduction de salaire, simplement pour ne pas débaucher. C'est un point intéressant, c'est de dire, ben voilà, je considère que le choc que je subis, moi, entreprise, est un choc temporaire, et de ce fait-là, je veux avoir la possibilité d'ajuster mon niveau d'emploi, d'ajuster mes charges, pour que finalement je conserve tout le monde, parce que je considère que demain ça va repartir, et j'aurai besoin de tous ces gens qui sont expérimentés, qualifiés, etc. Donc à court terme, je laisse une marge, et derrière je les réembaucherai à taux normal quand la situation sera redevenue normale. C'est ce basculement qui est intéressant aujourd'hui. Alors ça demandera un certain nombre d'éléments d'application, hein, de cadre, hein, ça demandera un cadre plus précis, mais ces éléments-là sont intéressants parce que globalement, on voit bien le gain qu'il peut y avoir du côté des entreprises. C'est un peu ce qu'avait fait l'État allemand, l'économie allemande en 2008, au moment du choc. Les entreprises ont pu réduire leur salaire, réduire la durée du travail, et pour conserver leur emploi et redémarrer très vite quand cela serait nécessaire. On est un peu sur la même logique en France en ce moment sur cette partie-là, et c'est un point non négligeable qui, jusqu'à présent, était insuffisant et mal traité. L'autre point quand même qui va jouer aussi du côté des entreprises, c'est que il n'y aura plus systématiquement, dans le cadre de recours à des procédures collectives, ce qu'on voyait sur les plans sociaux ou d'ajustement d'emploi, il y avait systématiquement l'accord du juge. Ça n'est plus aussi simple que ça, et ce sera probablement plus efficace. En d'autres termes, il peut y avoir un accord collectif au sein de l'entreprise, alors qu'il peut être contesté après auprès du juge, mais spontanément, un accord peut être signé, et cet accord signé pourrait être mis en place, et le chef d'entreprise pouvant, là aussi, c'est un élément que souhaitait le MEDEF, le chef d'entreprise pourra discriminer entre les gens qui partent. Le plan social ne se fera pas pour tout le monde avec les mêmes situations. Donc voilà, on a un changement qui s'opère. Ah si, dernier point important, puisque vous savez qu'en France, on aime bien les seuils. Il y a des seuils très forts à 10 salariés, à 50 salariés, et l'ajustement est toujours très brutal, très violent, et parce que quand on passe de moins de 50 à plus de 50, on a des choses fortes à faire. Pareil, quand on passe de moins de 10 à plus de 10, et pour éviter ces situations, qui créent des blocages, parce qu'il peut être intéressant de rester à 49 plutôt que de passer au-dessus de 50, mais ça limite vos capacités de réaction, etc. Et donc là, il est prévu que les ajustements puissent se faire sur un an. Ça peut paraître court, ça peut paraître se dire finalement pourquoi ne pas changer tout le cadre, c'est vrai, mais c'est un avantage important parce que les entreprises auront le temps de s'habituer et de s'ajuster à un niveau à un cadrage
par les syndicats qui sera plus tout à fait de même nature. Et ça, c'est un point intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, premier élément important, on sait que cette problématique du marché du travail reste au cœur des ajustements, hein, puisque tout à l'heure je parlais d'autonomie de croissance, le but du jeu est d'être capable de s'ajuster aux secteurs les plus viables, les plus dynamiques, les plus créateurs d'emplois, pour que ces secteurs-là tirent l'ensemble de l'économie. Il faut pour cela que les ressources puissent s'allouer facilement vers ces secteurs-là. Et donc là, ce qu'on a observé, c'est un premier pas significatif. Alors tout le chemin n'est pas parcouru, mais c'est un premier point significatif pour améliorer cette capacité d'autonomie de l'économie française. Ce sont des aspects sur lesquels on est très attentif et sur lesquels on restera attentif parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que l'objectif est de réussir de façon autonome à se créer 2% de croissance. Ça va être compliqué, mais voilà, avoir une croissance qui soit plutôt dépendante de notre dynamique propre que d'attendre que les autres nous tirent vers le haut. C'est une situation qui sera à terme plus satisfaisante, qui nécessite des ajustements, on a commencé, et qui vont en nécessiter d'autres, mais qui permettront de ne pas voir l'avenir complètement en noir, et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Voilà ce qu'on pouvait évoquer aujourd'hui. Il y a des questions, 2 questions, je vois. En attendant de retrouver la tendance historique de croissance, chaque zone ne risque-t-elle pas de vouloir doper ses économies par des dévaluations compétitives? Et quid de la valeur de la monnaie chinoise? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la problématique des guerres des monnaies, et c'est un aspect sur lequel on sera forcément très attentif, parce que là vous citez les monnaies des pays industrialisés, il y a le dollar euro, mais que va-t-il se passer sur le won coréen, sur le réal brésilien, sur le pesos argentin, mexicain ou d'autres? Là, il y a des vraies questions, même sur la roupie indienne, il y a des interrogations qu'on doit avoir. Et effectivement, l'objectif, le souhait plutôt que l'objectif, c'est que tout le monde ne tire pas avec le même fusil, le même type d'appareil au même moment, parce que ça pourrait être dramatique. D'autres questions, la BCE a-t-elle les moyens techniques et la volonté de contrecarrer une guerre sur les devises? Ça, ce serait une bonne épreuve, parce que la BCE ne veut toujours pas parler des devises, reste toujours très prudente sur ces questions, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'elle prenne position, même si on sait que la Fed ne prend pas position sur le dollar, c'est le trésor américain, mais nous, on n'a pas vraiment de trésor européen, donc il n'y a jamais de position, et ça se traduit par une monnaie qui a tendance à monter et à pénaliser les exportations européennes. Là-dessus, il n'y a aucun doute, même si on s'habitue à 1,30 ou 1,34 ou 1,33, c'est très très cher. Quoi qu'il arrive, et donc ayons bien ça en tête, ce serait bien d'avoir une partie beaucoup plus faible que celle qu'on a aujourd'hui pour retrouver de la croissance. Alors la BCE en l'occurrence pour l'instant n'a pas les moyens de le faire, n'a pas l'autorisation de le faire, et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien je vais vous laisser passer une excellente semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Au revoir à tous.